Vous avez sûrement dû entendre parler de l'affaire Dreyfus. L'un des plus gros scandales de la presse française. Cette affaire a opposé des milliers de personnes, des milliers de Français. Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus? L'histoire d'un jeune officier brillant. D'origine alsacienne, veut rentrer dans l'état-major. L'affaire se déroule entre 1894 et 1906 sous la Troisième République. L'affaire de trahison. L'officier Dreyfus, membre d'une riche famille juive, est accusé d'espionnage par une armée réactionnaire et antisémite. Septembre 1894, rue de Lille, Paris, à l'ambassade d'Allemagne. Madame Bastion, officiellement femme de ménage de l'ambassade, mais en réalité membre du service français de contre-espionnage, fait une découverte sordide. Au fond d'une poubelle, une lettre, appelée le bordereau, déchirée en 6 grands morceaux, destinée à l'attaché militaire allemand de l'ambassade d'Allemagne, qui fait état de documents militaires confidentiels français. On se demande à l'époque qui est le traître. Le ministre de l'armée ordonne une enquête, le coupable idéal est rapidement trouvé. Il s'appelle Alfred Dreyfus. Pourquoi lui? Eh bien c'est tout simple. Il est d'abord présent à l'état-major de l'armée, et a donc accès à de nombreux documents importants. Ensuite, il est alsacien, une région à l'époque sous le contrôle de l'Allemagne suite à la guerre de 1870, et parle donc allemand. Enfin, le plus important, il est juif. France subit pendant la fin du 19e siècle une très grande vague d'antisémitisme. Cette affaire, qui à l'époque n'en était pas une, est premièrement évoquée dans Le Soir, un journal, le 31 octobre. Le 22 décembre, Il est jugé sans preuve et Il est condamné pour intelligence avec l'ennemi. Ce pauvre homme sera condamné à la déportation, mais aussi à la dégradation militaire. Il est envoyé à perpétuité au bagne, sur l'île du Diable, près de la Guyane. et la presse est complètement unanime contre Dreyfus. Cependant, convaincu qu'Alfred est innocent, ses proches et de nombreux supporters, les Dreyfusards comme on les appelait, vont tout tenter pour prouver que l'homme n'a bel et bien rien à voir dans ce coup monté, coup monté, coup monté, coup monté. On observe alors que la France se divise en deux, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Or, l'année d'après, en 1895, la femme et le frère de Dreyfus demandent à Bernard Lazare, un journaliste, de mener une enquête pour prouver l'innocence de l'accusé. On découvre ensuite que ce n'est pas Dreyfus qui est coupable, mais c'est un commandant d'origine hongroise qui s'appelle Esterhazy. La presse va se diviser. C'est le journal Le Figaro, qui a pour la première fois, parmi tous les journaux, publié la lettre de Mathieu Dreyfus destinée au ministre de la Guerre, affirmant que le coupable est Esterhazy. Un autre journal qui s'intitule Le Matin publie les lettres d'Estrazy dans lesquelles il déclare être capable de tuer des milliers de Français. en espérant que quelqu'un va reconnaître ces lettres et se faire connaître. Jusqu'à la publication du bordereau, où le public voit la différence d'écriture entre le bordereau original et l'écriture de Dreyfus. C'est là qu'apparaît la première intervention d'un journal, l'Aurore, en 1897, en faveur de Dreyfus, avec l'interrogation « Qui protège Esterhazy ?» Pour éviter le scandale, ce dernier est jugé, mais il est jugé innocent. L'armée protège Esterhazy et fait tout pour dénoncer Dreyfus. C'est alors à ce moment précis qu'Émile Zola, au sommet de sa popularité à l'époque, écrit le fameux « J'accuse » dans le journal L'Aurore. Où il dénonce les acteurs gouvernementaux contre la disculpation de Dreyfus. J'accuse. Le coup de tonnerre se fait ressentir. L'Aurore, qui aurait dû se vendre à 30 000 exemplaires, se vend en fait à 300 000 exemplaires. Mais cela a des conséquences pour l'écrivain. Il est plusieurs fois victime de bousculades pouvant l'envoyer dans la Seine. Ses livres sont brûlés, des actes antisémites ont lieu. Il est aussi attaqué en justice pour diffamation. En février, il y a lieu le procès de Zola, qui est également un miroir pour l'affaire Dreyfus. Il est condamné, puis rejugé, et la presse en profite pour parler de l'affaire Dreyfus. Et on voit là une réelle opposition dans l'opinion publique. Dreyfusard contre anti-Dreyfusard. Mais il est là le dénouement. Parce que si Zola est accusé pour diffamation, cela profite au camp Dreyfus. Car ce n'est pas un procès Zola, c'est un nouveau procès Dreyfus. Et les pièces à conviction qui ont été utilisées pour condamner sont en fait des faux. Et par de nombreux rebondissements, le jugement de l'affaire Dreyfus est annulé le 3 juin 1999 par la Cour de cassation. Regardez, le quadrillage est même pas de la même couleur. C'est un faux abominable, monsieur le ministre. En 1899, il y a une réouverture de l'affaire grâce à un changement de gouvernement en faveur de Dreyfus. Le 7 août de la même année, le procès est ouvert, mais il est de nouveau condamné avec circonstances atténuantes à 10 ans de prison.
Il obtient cependant la grâce présidentielle quelques jours plus tard. Alfred Dreyfus obtiendra un acquittement définitif le 12 juillet 1906. Alfred Dreyfus sera réhabilité au même endroit où il avait été déshonoré 12 ans plus tôt. Pour conclure, On voit donc que les journaux ont une très grande place dans cette affaire. D'abord en étant spectateur et en affirmant que Dreyfus était coupable, mais aussi en étant acteur de l'histoire comme l'a fait l'Aurore avec Émile Zola, qui a sans aucun doute prouvé qu'Alfred Dreyfus était innocent. C'est la presse qui va créer cette affaire Dreyfus et qui va la résoudre aussi. Pourquoi les médias jouent un rôle très important dans la formation de l'opinion publique. C'est à travers les journaux, et c'est sous leur influence, que la société française se forge une opinion. La presse pousse au débat, primordial à la vie d'une démocratie. En conclusion, à travers l'affaire Dreyfus, nous pouvons bien discerner le double rôle des médias, qui sont à la fois spectateurs de l'histoire et informateurs de l'opinion publique, mais également acteurs de l'histoire et formateurs de l'opinion publique. Il participera à la guerre de 14-18, mais victime d'un vieillissement prématuré à cause de son envoi au bagne, ce dernier mourra en 1935.